Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Style de vie. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. J'ai invité Constance sur mon podcast où on va parler d'un sujet particulier. Constance, présente-toi à nous. Ouais. Qui tu es, quel âge tu as? Donc je m'appelle Constance, j'ai 23 ans. Je suis soigneuse animalière dans la vie, voilà, donc je m'occupe des animaux et je suis chrétienne depuis un an. Enfin, ça fait du moins un an que je me suis faite baptiser, voilà, en avril 2023. Ok, d'accord. Et ça fait un an que tu es chrétienne, mais tu cherchais Dieu avant? Ouais, c'est ça. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique et du coup j'ai connu la religion depuis toute petite, mais c'était pas vraiment quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et voilà, j'ai rencontré Dieu un petit peu avant de me faire baptiser, du coup. Ok, mais d'accord. Ok, donc toi, Constance, tu as vécu pendant 2 ans avec un garçon narcissique. Enfin, c'était 2 ans et ça a duré 3 ans en moyenne. Voilà, ça a duré 3 ans. Et moi, j'ai décidé de t'inviter, j'avais à cœur de t'inviter dans mon podcast parce que c'est un sujet qui est tellement important, c'est tellement... Aujourd'hui, on entend un peu de tout sur les pervers narcissiques, un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est un sujet tellement, tellement important. Et comme je sais que tu as vécu, que ça a été très dur pour toi et que ça fait partie de ton témoignage, voilà, j'avais à cœur de t'inviter parce que je sais que aujourd'hui, tu t'en es sorti et que tu peux témoigner de cette délivrance-là. Alors aujourd'hui, on entend un peu de tout et n'importe quoi, que c'est une pathologie, que c'est une caractéristique, etc. Ça n'a pas vraiment été... Enfin, il y a plusieurs études sur ça, mais il n'y a pas de mots encore directement sur le pervers narcissique. Et selon l'article de la clinique E-Santé, il s'agit d'un homme ou d'une femme présentant des traits de personnalité. Très souvent, une personne devient pervers narcissique parce qu'elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle et elle a connu dès son plus jeune âge des traumatismes, des violences et des abus, etc. L'enfant s'est alors construit une sorte de bulle increvable autour de son être pour se protéger, le coupant ainsi de son empathie et sa vie émotionnelle. Il y a plusieurs caractéristiques en fait, selon plusieurs articles. Un pervers narcissique est comme ci, comme ça, comme ça. Bon, on entend un peu de tout, mais je suis tombée du coup sur une étude et j'ai vu que par rapport au pervers narcissique, on dit qu'il a une belle apparence, qu'il paraît humble, gentil, il séduit l'entourage, etc. Mais après, il peut couper aussi la personne de son entourage. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça, similaires? Est-ce qu'au début, il paraissait super gentil? Ouais, mais au début, c'était exactement comme ça. Pour moi, c'était un peu un idéal, quoi. Il était gentil, il était attentionné. C'était vraiment un monde de fées, j'ai envie de dire. Ça paraissait tout parfait. Et c'est après que ça s'est dégradé. Mais au début, vraiment, aucun drapeau rouge. Tout était ouvert. Pour moi, c'était vraiment le truc parfait, quoi. Vraiment, je pouvais me douter de rien au début. Et même mes amis, tout ça, me disaient « Ouais, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de bien pour toi, tout ça. » Et même auprès de ma famille, du coup, ils se faisaient bien voir. Et... Enfin, voilà. Si on est quelqu'un d'extérieur, on pouvait que dire que c'était ok, quoi. Au début, c'était comme ça, en tout cas. Comme ça. Ouais. Est-ce qu'il a eu ce moment où il te voulait que pour toi et il te coupait de ta famille, de tes amis? Est-ce que tu as vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça, mais du coup, il faut savoir que dès que je faisais quelque chose, que ce soit des sorties avec mes amis ou même aller voir ma famille, il fallait que je lui demande l'autorisation avant. Et donc, du coup, s'il ne voulait pas, j'y allais pas. Et oui, il me coupait de mes amis. Parfois, il voulait bien que je les voie, parfois, il ne voulait pas. Il fallait que tu aies son autorisation. C'est ça, avant de faire quoi que ce soit, même pour aller faire des courses, parfois, voilà, il fallait vraiment que je puisse avoir son accord. Et en fonction de si je le méritais ou pas, pour lui, j'avais le droit ou pas de voir mes amis ou voilà, des membres de ma famille. D'accord. Ouais, donc oui, on peut dire qu'il m'a un petit peu coupée de mon entourage. Sociale, en fait. Ouais, c'est ça. Donc il avait vraiment une emprise là-dessus. Mais c'était pas au début, en fait. Non, pas du tout. Au début, il n'y avait vraiment aucun souci là-dessus. Ça a été vraiment petit à petit, quoi, qu'il a commencé à mettre
des règles. Selon Jean-Charles Bouchou, qui est un écrivain, psychanalyste, psychothérapeute, il dit qu'un pervers narcissique ne connaît pas la culpabilité, mais il n'hésite pas à culpabiliser les autres. Et c'est à cause de toi, tu l'as cherché, si c'est ça, mais c'est à cause de toi. Et comme s'il avait peur d'être désigné comme le mauvais objet. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Oui, ça aussi, je l'ai vécu, mais dès qu'on se prenait un petit peu la tête qu'il y avait quelque chose, une source de conflit, c'était forcément de ma faute. Et il m'a très peu demandé pardon pour quoi que ce soit. C'était tout le temps moi qui devais m'excuser, même si j'avais rien fait, c'était ma faute et il fallait que je m'excuse. Il en avait besoin, en fait, que je demande pardon, que je m'excuse. C'était souvent moi, du coup, la coupable. Enfin, voilà. J'étais la source des problèmes qu'il avait. Et, voilà. Et on dit aussi que le pervers narcissique, il est le centre du monde, tout lui appartient, il s'approprie directement la personne, tout ce qui l'entoure est à lui. En fait, il minimise la souffrance de l'autre, de son partenaire, et il exige de son partenaire la perfection. Est-ce que tu l'as vécu ça aussi? Ouais, ça aussi, ça faisait partie des choses de cette relation. Du coup, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais exiger la perfection, ouais, ça, dès que je faisais quelque chose ou quoi, si c'était pas assez bien fait pour lui, il n'hésitait pas à me faire la reproche. Pour des détails, mais quand je rangeais quelque chose ou quoi, si c'était pas parfait, il me disait, et puis des vêtements, si c'était pas parfait, enfin voilà. C'était plein de petites critiques, de petites piques, ah, ça tu pourrais le faire mieux, ça... Enfin voilà, donc ça oui. Quand tu dis les vêtements, c'est-à-dire dans ta façon de t'habiller, Alors oui, déjà j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, tout ce qui était jupe, tout ce qui était robe, c'était interdit, ou il fallait que je lui demande la permission. Et même quand je pliais des affaires ou quoi, si c'était pas carré ou... quand je rangeais la maison ou quoi, c'était... il fallait vraiment que tout soit parfait, et si je le faisais pas bien, il me faisait des reproches. Dès que je faisais quelque chose ou quoi, il était un petit peu jaloux et il fallait que je lui apporte de l'attention à lui. Et, c'était vraiment... C'était lui la priorité. C'est ça. Du coup, avec ce garçon, on s'est rencontrés. Moi, j'étais encore au lycée et lui, il faisait ses études supérieures. Et il avait mon emploi du temps, du coup, mon planning. Et par exemple, si je sortais à 17h et qu'à 17h, je lui envoyais pas un message, il me disait pourquoi tu m'as pas envoyé un message, t'es censée être sortie, tu parles à qui Mais voilà, c'était lui en premier. Il suivait en fait tout. Il suivait tout, ouais. Il suivait tout ce que je faisais. Et t'avais le droit de parler avec des garçons, non. Il voulait pas que je parle à des garçons, que ce soit au lycée ou quoi. Non, il voulait surtout pas ça. Amis garçons et même des garçons de ma famille, parfois cousins ou quoi. Ça pouvait être compliqué, même sur les réseaux, j'avais pas le droit. Voilà. Puis même après, j'ai fini par supprimer les réseaux du coup. Donc oui, c'était le centre de l'attention. Ouais. J'ai vu aussi que les pervers narcissiques ne prennent jamais en compte les besoins des autres, sauf pour s'en servir. Est-ce que y a des moments où, par exemple, toi, tu lui disais j'ai besoin de peut-être plus de liberté, mais lui, il fallait toujours que non, c'est lui la priorité, c'est ses besoins à lui, et ça rejoint le point d'être le centre du monde, mais... En fait, je pense que tout est question de balance aussi avec les pervers narcissiques. Si c'était toujours tout noir, j'aurais fini par partir. Donc c'était vraiment c'était une balance quoi. Parfois, il pouvait d'un coup être à nouveau tout gentil, faire hyper attention à moi, à ce que je ressentais, et le lendemain, tout basculer. Et donc du coup, c'était vraiment ça. Parfois, il faisait attention à moi, mais parfois, en effet, pas du tout. Notamment à la fin de notre relation, je commençais du coup à me rapprocher de Dieu. Et parfois, du coup, je lui disais, écoute, là, je vais poser mon téléphone, je vais lire ma Bible, je vais passer un temps avec Dieu et tout. Et il me disait, ah non, là, moi, il faut que je t'appelle, j'ai envie de t'avoir au téléphone, donc c'est moi, et il comprenait pas. Oui, parce que du coup, quand tu l'as rencontré, t'avais pas donné ton cœur à Jésus. Non, pas du tout. T'étais pas chrétienne. Et c'est en fait au cours de ta relation avec lui que tu t'es un peu plus tournée vers Dieu. Parce que j'étais vraiment au fond du trou.
j'avais plus rien à perdre et du coup, c'est vraiment là que j'ai commencé à chercher Dieu et qui m'a aidée. Est-ce que des fois tu te sentais fautive du coup quand il t'accusait, tu te sentais fautive, tu croyais entre guillemets à tout ce qu'il te disait? Ah ouais. Ah oui, oui, je buvais ses paroles. Hein. C'est tout ce qu'il me disait, je le croyais. Enfin, c'était comme un mentor un peu. Enfin, vraiment, j'écoutais ce qu'il me disait et j'étais un peu programmée, quoi. Il pouvait me dire tout ce qu'il voulait, ça me percutait. Enfin, ouais, donc je me sentais fautive de pas mal de choses. Ouais. Et même quand je l'étais pas, ben, je me sentais fautive. Mais c'est après, du coup, quand j'ai commencé à rencontrer Dieu, que j'ai commencé à avoir ce voile là devant les yeux qui est tombé et à me dire, mais attends, là il me dit ça, mais c'est faux. Et c'est comme ça après que. Voilà. Est-ce qu'autour de ton entourage, les personnes qui se rendaient compte que, ben, au final, ils te coupaient un peu de tout ça, est-ce que, parce que tu as eu des personnes qui t'ont dit oui, mais fais attention, mais ci, mais ça, est-ce que pour toi, c'était comme si tu avais espoir en fait de, ouais, peut-être vouloir le changer, mais aussi, ouais, comme tu dis, avoir un voile. Est-ce que tu avais ce voile-là de, non, en fait, il est pas comme ça, même si tu le savais au fond de toi, et il y avait vraiment cette emprise en fait. C'est ça. Ben, en fait, je pense que très rapidement dans cette relation, j'ai su que c'était pas bien. J'ai su que c'était toxique et que c'était pas du tout sain comme relation. Mais vu qu'il était aussi très gentil parfois, ben, je me disais, ben, c'est pas grave. Et oh, il m'a insulté, ben, c'est pas grave, il m'aime. Et puis, je pense que les membres de ma famille se rendaient compte que ben, cette relation, elle n'était pas forcément bien, mais c'était un peu tabou. Donc, même s'ils essayaient de m'en parler, moi, je voulais surtout pas entendre ce qu'ils avaient à me dire. Parce que moi, j'étais amoureuse et voilà, peu importe l'avis des membres de ma famille, moi, j'étais amoureuse. Donc, voilà. Et j'avais des amis aussi ben, voilà, qui se rendaient compte. Et ça fait du bien aussi d'être entourée, d'avoir des gens extérieurs qui voient et qui peuvent essayer de t'ouvrir les yeux. Parce que quand tu es avec quelqu'un comme ça, ben, tu es aveuglé, vraiment aveuglé. Et tu vois pas du tout ce qui se passe, quoi. Donc c'est vraiment important de ne pas se couper des personnes autour de toi. Parce que c'est vraiment eux qui peuvent t'aider à t'en sortir, vraiment. Donc je remercie les personnes qui m'ont aidée parce que pourtant... ils auraient pu lâcher l'affaire hein, parce que je retombais toujours avec lui. On dit qu'il se sert du double sens des mots pour manipuler, se positionner en tant que victime, pour se plaindre et rendre l'autre mal à l'aise. Il arrivait en fait à retourner la chose contre toi, entre guillemets, et toi du coup tu y croyais, vu qu'il y avait cet amour-là, cette dépendance. Enfin, par rapport à ce que tu as vécu, il y a eu de la manipulation, c'était pas... Ouais. Oui. Par exemple, quand, je sais pas, s'il était parfois pas gentil avec moi, ben, il me disait c'est normal, tu te souviens, la semaine dernière, tu m'as fait ça, ou t'as fait ça qui m'a pas plu, donc je te le rends, quoi. Donc c'est normal, t'as pas à te plaindre, t'avais qu'à mieux te tenir. Donc oui. Et puis, il se plaçait bien en victime, quoi. C'était toujours à moi d'essayer qu'il aille mieux. J'étais sa source de bonheur. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, il avait besoin que je le mette sur un piédestal pour qu'il se sente bien. Et c'est ça en fait. Pour se revaloriser, il se nourrit de l'image de sa victime. Plus il la dévalorise, plus il se sent fort. C'est fort et c'est vraiment toxique, quoi. Et puis même parfois quand j'avais des moments de joie, je sais notamment, j'avais réussi un entretien d'embauche quand on était ensemble et je l'avais bien senti. Et donc du coup j'étais contente et il m'avait dit je t'interdis d'être heureuse, t'as pas eu de réponse pour le moment donc maintenant t'arrêtes d'être contente. Voilà, vraiment c'est lui qui choisissait quand est-ce que j'avais le droit d'être contente, quand est-ce que j'avais pas le droit. Et ça m'avait marqué. Et c'était au tout début de notre relation, ça. Et j'avais laissé passer. Et bon, voilà. Je pense que dès le début, quand il y a des red flags, comme on dit, il faut vraiment... prendre du recul et dire, oh là, il y a un problème. Mais bon, quand on est amoureux, après, forcément... Et oui, parce qu'en fait, au début, il ne montre pas cette face-là. Et au début, forcément, on est amoureux, on a le coup de foudre, etc. Et en fait, c'est vraiment après, quoi. Quand il sent que c'est OK, que c'est...
Enfin, j'avais vu ça, même j'avais écouté des témoignages, et c'est vraiment au moment où il sait que c'est bon, il t'a dans la poche, entre guillemets, il peut se permettre d'être lui-même, quoi. Exactement. Et selon Christine Calonne, aussi psychologue et psychothérapeute, elle disait qu'une fois l'emprise installée, il perce sur celle-ci un harcèlement par des micro-violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles ou économiques. Il est coupé de sa vie intérieure, émotions, souffrances, etc. Ce qui explique son absence de remise en question et d'empathie. Il projette en l'autre tout ce qu'il nie en lui. Tu disais qu'il y avait des insultes aussi dans votre couple, etc. Et t'as vraiment senti, est-ce que tu as senti cet harcèlement physique, enfin, je sais pas si c'était physique, mais moral, peut-être économique, est-ce que, enfin... Après, oui, vous étiez au lycée, donc, toi, tu étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, après, je travaillais. Mais oui, violence morale, surtout, c'était surtout ça. Et même au niveau de l'argent, comme tu dis, s'il voulait un truc, il fallait que je lui achète, quoi. Et même si je lui disais, mais non, ça c'est inutile et tout, après, il était capable de s'énerver, comme un enfant, j'ai envie de dire. Il prenait pas du tout en compte ce que je lui disais. Et je devais céder, entre guillemets, à ses caprices. Et sinon, après, je prenais... voilà. Oui, c'est méfiant, il manifeste un hyper-contrôle. Tout lui est dû. Comme tu as dit au tout début, c'est parce qu'il avait vécu aussi des choses dans son enfance. Peut-être que voilà, il n'a pas pu avoir tout ce qu'il voulait quand il était petit. Et maintenant, en grandissant, il se dit... Il refait ce schéma-là. C'est ça. En fait, mais en plus, là, c'est pas forcément... Parce que je sais qu'il y a les pervers narcissiques qui sont aussi, du coup, toxiques envers leurs enfants, etc. Mais là, c'est dans le cadre du couple. Comme ça n'a pas vraiment été... Il n'y a pas de mots qui ont été posés scientifiquement, etc. encore sur ça. C'est vrai que c'est tellement délicat. Ils disent aussi qu'il veut marquer constamment son territoire dans un climat de jalousie pathologique, etc. Il exige de toi, du coup, une présence constante auprès de lui. Et c'est ce que tu disais au début. En fait, dès que tu faisais quelque chose, il fallait toujours que tu... Je le prévienne, que je lui demande... Ouais. Ouais, c'était toujours... Même pour faire des courses, c'est ce que tu disais. Ouais. Pour t'habiller, il était constamment, en fait, comme s'il te surveillait, en fait. Il fallait son autorisation à chaque fois. Après, c'est des détails, mais même quand on était en fast time vidéo ou quoi, si j'avais la manie de regarder un peu trop à droite ou de ne pas regarder en face de la caméra, il me disait, tu regardes qui, il y a qui à côté de toi, c'est moi qu'il faut que tu regardes. Donc c'était vraiment tout le temps, en fait, j'étais contrôlée. Après, il faut guérir de ça parce que du coup, après, même quand des amis m'appelaient, j'étais stressée parce que j'avais peur. Puis c'était lui qui choisissait quand est-ce que l'appel devait se finir. Moi, je pouvais pas dire, bon, là, je vais manger, bisous. Non, c'était lui qui décidait quand est-ce que l'appel pouvait se finir, tout ça. Dans l'article, elle parle aussi de dévalorisation de l'aspect physique, intelligence, éducation, etc. Si tu es trop ci, tu aurais pu faire ça comme ça. C'est ce que tu disais aussi. Est-ce que tu as senti qu'il te dévalorisait? Tu disais par rapport à ton entretien, est-ce que même par rapport à tes tenues, est-ce qu'il... Ouais, il y a eu cette dévalorisation physique, mentale. Mais il y a tellement d'exemples, j'ai tellement de souvenirs qui reviennent en tête. Mais oui, que ce soit les habits ou même l'éducation, du coup. Il faut savoir que on n'était pas du tout de la même religion, on n'avait pas du tout la même foi, rien. Donc du coup, lui, il avait une image de la femme que moi, j'avais pas. Pour lui, une femme, c'était comme ça devait faire ci, ça. Et donc du coup, même à ce niveau-là, c'était difficile de se comprendre. Mais ouais, totalement. À la fin de cette relation, je me voyais comme rien, en fait. Pour moi, j'étais tellement... il m'a tellement dénigrée que c'était dur après de me dire j'ai quand même de la valeur. Ça, je le fais bien. Enfin, reprendre confiance, vraiment. Ça a été tout un processus. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, il t'a tellement détruite, en fait, intérieurement que... Et quand est-ce que tu t'es dit, ok, là, il y a un problème, là. Là, il y a un problème. Quand est-ce que tu as eu ce déclic? Du coup,
Je pense que les premières insultes, elles sont arrivées très très tôt déjà. Je dirais au bout un mois ou 2 de relation, les premières insultes sont arrivées. Donc déjà là, je me suis dit, ok, il y a un problème. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, vu que j'étais amoureuse, ben, je laissais passer. En fait, pendant ces 2 ans de relation, j'ai essayé de le quitter plusieurs fois. Je ne sais même plus, mais 5, 6, 7 fois peut-être. Et j'y arrivais pas. Ben, parce qu'il ne me prenait pas au sérieux, parce que ben, il me disait que qu'est-ce que j'allais faire sans lui, rien, que j'étais pas capable, enfin voilà. Et au bout de 2 ans, du coup, il y a eu une embrouille, comme tant d'autres d'embrouilles. Et là, je me suis dit, ok, là, j'en peux plus. Et vu que je commençais à me rapprocher de Dieu, ben, je commençais à comprendre que j'avais une issue de secours, en fait. Il n'était pas... c'est ça, j'avais pas besoin de lui pour réussir ma vie et pour être heureuse, finalement. Et donc, du coup, ben, j'ai redit stop. J'ai dit, bon, ben là, c'est fini. Ben, encore une fois, il m'a pas pris au sérieux, mais là, je suis restée ferme sur mes positions. Et avec l'aide ben, de Dieu, je commençais à aller à l'église, tout ça. Et le fait de dire à ma famille aussi que ben, c'était fini cette relation, ben, je me suis dit là je peux pas retourner en arrière, je vais pas faire le yo-yo. Donc ben, ça m'a aidé aussi de le dire. Et voilà, mais surtout aller à l'église, lire la Bible. C'est vraiment Dieu qui a réussi à... J'aurais pas rencontré Dieu, tout ça, je serais peut-être encore aujourd'hui dans cette relation en train d'essayer de m'en sortir. En tout cas, on peut pas y arriver seul, ou du moins il faut beaucoup de courage. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu de déclic particulier. Ça a été une embrouille comme il y en avait plein. Et là, je me suis dit, bah, stop. Là, tu as pris en fait cette position où c'est toi qui décidais, c'est toi qui prenais la décision pour toi. C'est ça. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Ça a été l'embrouille de trop et voilà. Comment tu as pu vraiment t'en sortir de cette relation? Les personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et toi, comment tu as pu, parce que ça a duré 2 ans, cette embrouille-là où tu as décidé d'arrêter, où tu as dit stop, est-ce que vous vous êtes revus entre-temps? Parce que tu m'as parlé de 2 ans et tu as pris 1 an où c'était... C'est ça. Mais, donc du coup, ça a duré 2 ans officiellement, on va dire. Et pendant presque 1 an après, je dirais, on continuait de se voir, parce que ben, il me disait qu'il allait changer, qu'en fait, ben, il avait compris. Et donc du coup, pendant 1 an, c'était ben, ok. Donc moi, je revenais parce que j'étais quand même amoureuse. Donc je me disais, ah ben, s'il a changé, c'est génial. Et puis j'avais toujours cet espoir de le changer, en fait. Vu que moi, je commençais à rencontrer Dieu, je m'étais dit, ben, je veux l'amener à Dieu. Je crois qu'il va venir à l'église avec moi, il peut changer. Il suffit d'aller voir peut-être un psychologue ou quoi pour guérir de ses blessures. Mais en fait, c'est faux. Et je m'en suis rendu compte que ben, en fait, tout ça, tout ce qu'il me disait, qu'il allait changer et tout, ben, en fait, c'était pas vrai, parce qu'au final, ben, y a rien qui changeait. Et du coup, j'avais toujours ces pensées de mais je vais le changer, je vais le changer. Et en fait, j'ai commencé à prier et j'ai dit Seigneur, si cette relation, il faut que ça se finisse, ben, que ça se finisse. Et dès que j'avais des pensées comme quoi il fallait que je revienne avec lui ou que je pouvais le changer, ben, je priais, je disais Seigneur, je chasse ces pensées de mon esprit. Et dès que j'avais des pensées, ben, je chassais ces pensées-là. Et au fur et à mesure, ben, je ne pensais plus à lui et j'ai réussi à aller de l'avant et à comprendre que ben, j'avais de la valeur pour Dieu et que j'étais aimée et que voilà. Et oui, parce qu'en fait, toi, tu construis en fait, parce qu'en plus, tu sortais du lycée, on est dans cet âge-là, on n'est pas vraiment adulte, donc on continue encore à se construire. Et le fait d'avoir eu cette relation, cet amour, ce coup de foudre, comme je disais au début, ben, waouh, c'est le grand amour, c'est la base de ta vie. Et le fait d'être avec lui, au final, toi, tu voyais ton amour propre, enfin, ta valeur, ton identité à travers lui. Et le fait de ne plus avoir de repères au final, de ne plus l'avoir dans ta vie, parce que lui en plus il choisissait tout pour toi, c'était lui qui dirigeait ta vie entre guillemets. Et le fait d'être reparti à zéro, tu dois te reconstruire derrière tout ça. C'est Dieu qui t'a vraiment... De ce que j'entends, c'est vraiment Dieu qui t'a aidé à... Même s'il y a eu tes amis, il y a eu bien sûr voilà, tes proches, etc. Mais c'était vraiment... T'as retrouvé cet amour en Dieu en fait. Cet amour saint, cet amour pur, cet amour... l'amour de ta vie, quoi. Et c'est grâce à Dieu, mais ça a été un processus, j'imagine, ça peut pas venir rapidement, quoi. Puis j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir
faire les deux en même temps, cette relation et ma relation avec Dieu. Parce que lui, il n'était pas d'accord que je passe vraiment du temps avec Dieu. Vraiment, Dieu, il m'a demandé de faire un choix, soit ce garçon, soit une vie chrétienne épanouie avec Dieu. Et du coup, j'ai choisi mon chemin. Mais j'arrivais pas à le quitter non plus, parce que je me disais en fait que je retrouverais pas quelqu'un qui m'aime. Pourtant, il me faisait du mal, mais il m'aimait quand même. Et donc, je faisais que me dire, mais s'il faut, je retrouverai personne qui m'aime autant. Mais c'est faux. C'est absolument faux. On retrouvera forcément quelqu'un qui nous aime. Et puis surtout que c'était pas un amour sain. Est-ce qu'il m'aimait réellement au final? Je sais pas, parce que l'amour, c'est pas des insultes. L'amour, c'est pas de l'emprise, c'est pas de la manipulation. Donc, il faut absolument pas se dire qu'on retrouvera pas mieux. Parce que l'amour, je pense que c'est que du bonheur, même s'il y a des disputes, tout ça, c'est normal, mais ça doit être que du plus, quoi. Et voilà, c'est pas normal d'avoir la boule au ventre quand on voit son copain, c'est pas normal d'être stressé quand on va le voir ou quoi. Wow. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont déjà dans cette relation-là, où ils ont du mal à s'en sortir? Osez en parler à vos amis de tout ça. Et ne vous coupez pas surtout de vos amis, de vos entourages, de votre entourage, parce que c'est vraiment eux aussi qui vont vous aider à vous en sortir. Et si vous êtes chrétien, chrétienne, vraiment prier, lire la parole, aller à l'église, en parler à des responsables, vraiment, parce que c'est eux qui vont pouvoir prier pour vous aussi, vous aider. Et qu'on peut s'en sortir, quoi, vraiment. On a vraiment ce voile devant les yeux quand on est dans une relation comme ça, mais ce voile, il est tombé pour moi, donc il peut tomber pour vous aussi. Et voilà, je pense qu'on peut tous s'en sortir. Après, ça prendra plus ou moins de temps, comme moi, je l'ai quitté, mais ça a quand même duré 1 an après. Donc il y a vraiment un processus, on ne peut pas quitter quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Donc l'emprise, c'est vraiment quelque chose de dur. Même si ça prend des années, c'est pas grave, le plus important, c'est que ce soit fini un jour ou l'autre. Et surtout, ne pas se dire qu'on ne sera pas aimé de nouveau, qu'on ne retrouvera peut-être pas quelqu'un. Ça, c'est faux, ça. Toi, c'est ce que tu t'es dit? Ouais, c'est ce que je me disais. C'est absolument faux. On retrouvera toujours quelqu'un et qui nous aime pour de vrai. Ouais, de l'amour, le vrai amour. C'est ça. Pas de l'amour, comme tu disais, où il y a des insultes, où il y a manipulation, de l'emprise. C'est pas de l'amour. Et surtout, je pense, quand on est jeune, quand on est ado, qu'on cherche cet amour-là, tu peux tomber plus facilement, entre guillemets, je sais pas, mais merci beaucoup, Constance, pour ce super témoignage. C'est dit vraiment gloire à Dieu et tu as été super courageuse. Gloire à Dieu. Et vraiment, merci de nous le partager aussi, parce que je sais que c'est particulier et c'est quand même, voilà, c'est intime, mais comme tu t'en es sortie et que tu peux témoigner que oui, c'est possible, et ça, c'est tellement précieux. Et vraiment, merci beaucoup. Et merci beaucoup aux personnes qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous encouragera, que ça vous édifiera et que ça vous libérera peut-être de cette emprise-là, ou même encourager des personnes qui connaissent, qui ont des copains, qui ont des amis, qui sont dans une relation avec un pervers narcissique, une relation toxique. Comme tu disais au début, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher ses amis. Surtout pas. Parce que s'il fait ça, il a vraiment gagné. Donc surtout pas se couper. Du monde extérieur. Et vous avez de la valeur. Et ça, c'est précieux. Merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur le podcast Style de vie.